Bonsoir à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le Premier ministre suit l'état d'avancement du futur complexe hôtelier dans le secteur de Rassiane, dans la région d'Obok. Et le nombre de cas d'Ebola augmente et l'inquiétude grandit en Ouganda. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du président de la société Touch Road International et de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, se rendus donc aujourd'hui à Rassiane, dans la sous-préfecture de Khorangar, dans la région de Bok. Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée sur le site par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région de Bok, Abdelmalik Mohamed Banouta, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, ainsi que le chef de corps du régiment interarmé d'Obok, le colonel Elias Omarra. Après l'accueil, la délégation conduite par le Premier ministre s'est dirigée vers le chantier de construction du complexe hôtelier et touristique de la région d'Obok pour inspecter et constater l'état d'avancement de ce projet phare pour la région d'Obok. Et la construction de ce projet est composée en 3 phases. La première étant en finition actuellement avec une construction de 75 villas. Cette visite a permis à la délégation conduite par le Premier ministre de constater l'avancement des travaux du complexe hôtelier et avoir ainsi les informations techniques nécessaires pour concrétiser les infrastructures vitales pour les régions du nord du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement des infrastructures économiques initié par le président de la République. L'infrastructure hôtelière est construite par la société chinoise Touch Road International Holding Group, société chinoise située sur une plage magnifique disposant d'une plage de sable fin d'un blanc écarlate. Sa mise en service permettra d'héberger des potentiels touristes étrangers férus de sport nautique et comprendra un hôtel 5 étoiles qui reliera les 50 villas, une piscine et des salles de conférence. Rappelons que l'exécution de ce chantier d'envergure aura des retombées économiques pour les différentes composantes de la communauté obokoise. Écoutons à présent les explications concernant ce projet, les explications du président directeur général de la société Touch Road. Today I come with the Prime Minister to visit this our place. It's just to see the progress of the work. Les grands travaux sont déjà terminés. Nous avons déjà commencé les travaux de finition. Tous les équipements et matériels concernant les lits, les matériels de cuisine, les autres fournitures sont déjà achetés et se trouvent dans les hangars à Shanghai. Lorsqu'on sera à la fin des travaux de finition, tous ces équipements et matériels seront au port de Djibouti et nous les transférerons ici pour que nous puissions procéder à la cérémonie d'inauguration de cet hôtel. Pour pouvoir procéder à l'inauguration de cet hôtel à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Monsieur Ismail Omar Guelleh. C'est un hôtel de luxe parce que nous avons opté pour faire des villas de luxe. Et à l'intérieur, la définition et les fournitures seront des produits de très grande qualité. Le projet est composé de 3 phases. Donc c'est la première phase des 75 villas qui est actuellement en phase de finition. Donc il y aura la deuxième phase et il y aura une troisième et dernière phase également aussi. Le Covid a affecté toute l'économie mondiale, mais moi je crois au futur de Djibouti et à la vision du président de la République. Ma première visite en 2013 et ma première rencontre avec le président de la République, je crois et j'abonde et j'épouse votre vision. Je crois fermement à sa politique. Écoutons à présent l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel. Voilà, il y a eu donc la construction de 75 villas qui sont en voie de finition. En voie de finition, quand je dis nous avons visité les villas, il ne reste plus qu'à équiper maintenant. Quelques villas sont encore en finition, d'autres sont terminées. Vous avez un grand hall à l'entrée avec des salles de réunion, des pauses café, des petites réunions. Donc ça montre quand même que la zone va revivre. Elle va vivre et revivre surtout parce que c'est une personne. M. Hi
En fin de compte, il s'est lancé. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais il est venu dans une zone où il n'y a rien. Il n'y a rien. Le seul truc qu'on sait, en arrivant ici, nous sommes à côté de Bab el-Mandeb. Voilà la première île, qui est Rassiane, et les autres îles qui sont en mer. Et la dernière, c'est là qu'il y a le Bab el-Mandeb, où 30% de trafic maritime mondial passe par là. Donc il faut le savoir. Ça, c'est ça. Donc il était connu que pour cela. Maintenant, ils vont connaître que le village de Rassiane est devenu un hôtel où tout peut se faire, des réunions, il y a des gens qui vont habiter, même avant quand les gens faisaient de la plongée sous-marine, certains venaient pour la plongée sous-marine qui est derrière nous là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils dormaient sur leur bateau, ils faisaient la plongée et remontaient dormir sur leur bateau. Désormais, il y a un hôtel, les gens vont s'installer ici. Il y a plus, et en plus de cela, il a prévu quand même aussi, pour le moment, en tout cas ce sera des groupes électrogènes qui vont alimenter le village ici, mais en plus nous pensons que nous allons plutôt aller vers une énergie verte, l'énergie éolienne, qui actuellement les études sont en cours, et une fois que les études sont terminées, nous allons procéder à l'appel d'offres pour l'exécution des travaux. Et pour cela, nous avons tout est prévu pour cela. Mais ce que je disais tout à l'heure, le PDG de Tachroud, il s'est lancé. Maintenant, tout le monde va venir ici, ils vont voir ce qui se passe ici, ils vont voir qu'il y a quand même un hôtel de classe, et tout le monde va demander des terrains dans toute la zone. Parce que n'oubliez pas, il y a plusieurs fois, il y a des investisseurs qui sont venus et ils nous ont dit une chose. Cette zone ressemble à Sharm el-Sheikh, non pollué. Voilà, c'est Sharm el-Sheikh non pollué. Donc, les gens veulent se lancer à faire des hôtels. Sauf qu'il n'y a ni eau ni électricité. Maintenant qu'il y a l'eau et l'électricité, je pense que tout va se faire. Nous, de notre côté, nous allons tout faire pour qu'un aéroport soit donc, construit sur zone. Bien sûr, après aussi, pour les touristes, ça sera vraiment un boom économique pour le pays. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a organisé ce matin la manifestation Walk the Talk, de la parole aux actes. Le défi de la santé pour tous étant le thème de cette journée et qui est été dans sa seconde édition. Et après la première édition historique à Dikil, ce fut cette fois-ci autour du Nord, notamment la région de Tadjoura, que tous les amoureux de la marche se sont donné rendez-vous. Et l'événement a été organisé par le secrétariat d'État au sport, le ministère de la Santé et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé en partenariat avec la préfecture et le conseil régional de Tadjoura. Outre les membres du gouvernement et bien sûr le chef de la diplomatie djiboutienne et le secrétaire d'État au sport, la journée a vu la participation de plusieurs parlementaires, du préfet, du président du conseil régional et plusieurs autres autorités et personnalités régionales, des représentants des institutions, des corps armés ainsi que plusieurs invités venus de tout horizon et participer donc à cette marche. Se regroupant par la suite devant l'hôtel Le Golfe pour le départ, les marcheurs en t-shirt blanc griffé Walk the Talk ont envahi la ville en empruntant la route nationale pour rechuter finalement sur l'esplanade de la préfecture dans une ambiance chaleureuse. L'objectif étant donc de promouvoir la santé qui est accessible à tous et de sensibiliser sur l'importance du sport dans la lutte contre les maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle ou encore le diabète notamment. À tous ceux qui ont participé de loin et de près à cette marche, comme vieux, jeunes, femmes, enfants, comme un seul homme, vous avez su répondre à la marche. Donc là, je vois des slogans, je suis vacciné et vous, donc il faut se vacciner parce que aujourd'hui, le Covid-19 n'est pas encore éludé, donc il faut vraiment se vacciner pour rester en bonne santé. Écoutons à présent l'intervention ou l'interview que nous a accordé le chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement. Participer à la marche de Tadjoura, qui est un événement qui est organisé donc par le secrétariat d'État chargé du sport avec la préfecture et le conseil régional.
beaucoup de gens sont venus participer à cet événement, qui est d'abord un événement social, très convivial. Nous avons fait à peu près 3 km de marche et nous sommes aujourd'hui donc maintenant arrivés à la place du 27 juin. Et donc il y aura certainement quelques discours qui seront prononcés. Je crois que c'est important aussi que le sport devienne partie intégrante de la société djiboutienne, pas seulement le 4. Les gens pensent plus au 4 qu'au sport. Je crois que ce genre d'événement permet de rappeler aussi que le sport fait partie donc de notre mode de vie, doit faire partie de notre mode de vie. Et ce mode de vie qui intègre le sport, c'est un mode de vie, je dirais, où il y a donc cette santé qui est mise en avant. Et c'est un mode de vie sain. Et il faudrait donc que de plus en plus, pas seulement les jeunes, même les moins jeunes peuvent participer. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des moins jeunes qui ont participé. C'est une très bonne chose. Et je crois qu'on ne peut qu'encourager ce genre d'événement de plus en plus. Et de son côté, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, donc, a rappelé les bienfaits du sport et ses avantages dans notre quotidien. On l'écoute. Que la marche est un bienfait. Elle contribue à beaucoup de choses. Et il faut dire aujourd'hui que Tadjoura n'a pas été choisie, la ville blanche n'a pas été choisie par hasard, parce que nous avons la meilleure équipe de notre département aussi à Tadjoura. Bravo. Dans toutes les régions, nous avons des marches dans l'année. Nous avons Dodoria, nous avons Arta, nous avons Dikil, nous avons Daashbio à Lissabié, mais pas à Djibouti. Donc très prochainement, on va initier, Inch'Allah, soit le premier samedi du mois, soit le premier samedi en dernier du mois, pour essayer d'organiser une marche pour les Djiboutiens qui se trouvent à Djibouti, parce qu'ils ont tellement besoin. Mahmoud a soulevé que pas mal de jeunes aujourd'hui sont attirés par l'herbe verte, le 4. C'est vrai, c'est pendant un temps qu'ils sont assis, des heures et des heures, le fait de bouger va leur servir de choses. Nous avons la diabète, nous avons l'obésité, nous avons l'hypertension, nous avons les AVC. Donc, si nous, premiers responsables aujourd'hui de sport, on n'initie pas cette marche, laissons de côté un peu la course, mais la marche qui est à la portée de tout le monde. Donc j'ai pris tout le monde pour qu'il puisse, surtout le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura, pour qu'ils initient, comme aujourd'hui, on a déjà lancé à Tadjoura, que cette activité soit pérenne, en fait, qu'elle soit pérenne. Donc je dis bravo à tout le monde. Diplomatie à présent, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne et en Autriche et représentant permanent auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, son Excellence Yassine Hussein Doualé, a participé du 26 au 30 septembre à Vienne à la 66e conférence générale de l'AIEA. Cette organisation autonome chargée de la sécurité nucléaire et de la promotion de la technologie nucléaire à des fins civiles dans le monde tient annuellement ses assises en cette période de l'année. Les premiers jours de la conférence ont été ponctués par les déclarations des différents intervenants, notamment le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi, par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Sima Bahous, qui a lu un message du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que par les chefs des délégations des pays membres de l'AIEA. Cette journée donc de jeudi s'était clôturée par Djibouti Rising. Pour rappel, ce projet d'envergure avait pour mission de relancer la reprise économique et atténuer les effets de la crise sanitaire du Covid-19 qui a largement impacté l'économie djiboutienne. Et après les interventions des officiels, les jeunes entrepreneurs ont présenté chacun à son tour les projets. Premier pas vers l'entrepreneuriat devant un panel composé d'investisseurs et propriétaires d'entreprises, de banquiers et d'investisseurs potentiels, y compris des représentants des banques de la place et autres qui étaient tous présents. Ces jeunes ont fait leur pitch donc, sur leurs idées d'affaires avec des projections à l'appui, des projets d'envergure, des projets choisis pour leur originalité et surtout pour leur impact sur tous les plans. L'impact social sur certains de ces projets mettait l'humain au centre de leurs activités
tout en encourageant l'entrepreneuriat agricole et surtout agroécologique, l'économie, la création d'emplois, mais avant tout la clarté des projets. Ces jeunes, il faut le rappeler, ont été sélectionnés, coachés et accompagnés durant tout le processus. Les banquiers et potentiels investisseurs ont été ravis d'avoir pu découvrir des projets à la fois ambitieux, bien réfléchis et répondant à des problématiques et des responsabilités à la fois économiques, écologiques, mais aussi sociales. Écoutons pour plus de précision l'intervention du président des associations des banques. Les financements sont là à Djibouti. On me dit toujours que c'est difficile de financer ces projets. Aujourd'hui à Djibouti, nous sommes 14 banques, ce qui est une bancarisation extrêmement importante à Djibouti. Les dépôts que nous confient les Djiboutiens nous permettent de faire des crédits aujourd'hui. La BCIMR, en 2022, nous avons un programme de 2 millions de dollars spécifiquement pour les entreprises. 2 millions de dollars, c'est 400 millions de francs DGF. Et à ce stade, je dois vous avouer qu'on n'en a consommé que la moitié et on attend les projets. Donc, je le dis déjà aux lauréats, les 10 projets sélectionnés peuvent venir à la BCIMR, nous les accueillerons et nous les financerons parce que nous avons de la place dans ce programme. Je vois mon directeur du crédit sur le côté qui fait la tête parce qu'il sait déjà que les dossiers vont arriver. Donc je vous attends pour les déposer. Et ça permettra à la communauté bancaire de se positionner à mes côtés aussi parce que la compétition elle est saine entre les banques pour attirer les meilleurs projets dans les banques. Et je pense que là aussi, on doit démontrer sur le secteur bancaire qu'on attire les meilleurs projets dans la compétition et les services qu'on va leur donner, puisque la relation banque-entreprise, elle doit être équilibrée. C'est toujours la rencontre entre une conviction et une volonté. La conviction, c'est celle du chef d'entreprise. C'est de nous vendre son projet, de le partager avec efficacité. Ne sous-estimez pas cet aspect-là. Quand vous venez nous voir, il faut aussi nous convaincre. Et la volonté, c'est la nôtre, celle de financer les projets et les entrepreneurs. Dans l'actualité, toujours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite de travail au Royaume du Maroc du 26 au 29 septembre dernier. Durant cette mission, il était accompagné des hauts responsables de l'armée djiboutienne ainsi que de notre ambassadeur au Maroc, Mohamed Dour Helsi, qui s'est joint à la mission dès l'arrivée du général. Et donc c'était mercredi dernier à l'inspection générale des forces armées royales marocaines que le chef d'état-major général des armées a rencontré son homologue, le général de corps d'armée Belkhir Al-Farouk, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, avant de passer en revue les troupes d'honneur composées par un détachement du quartier général des forces armées royales marocaines. La délégation djiboutienne a dans la foulée également été présentée à l'inspecteur général marocain qui s'est réjoui de leur présence. Et après les honneurs militaires, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et sa délégation ont été reçus par le général du corps d'armée Belkhir Al-Farouk en présence des hauts responsables des forces armées royales marocaines pour une réunion à huis clos. Et en effet, l'objectif donc de cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la coopération militaire bilatérale entre la République de Djibouti et le Royaume du Maroc. Et il a été également soulevé le fort attachement exprimé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, quant aux relations avec le Royaume du Maroc, ainsi que l'importance géostratégique de la République de Djibouti, due à son positionnement sur la carte et du monde, et les défis régionaux auxquels elle est confrontée. Enfin, cette journée se terminera par un déjeuner solennel entre les deux généraux et les délégations des deux pays.
Dans l'actualité toujours, une équipe de médecins chinois effectuera une caravane médicale pour la population de la région d'Ali Sabieh du 29 au 30 octobre à l'hôpital régional Dr Ahmed Absieh. Et c'est à l'initiative du ministère de la Santé que cette mission donc est rentrée en service. L'équipe de spécialistes a ainsi effectué des consultations et dispensé de soins à des patients qui se sont déplacés en masse pour profiter de cette opportunité. Une mission donc composée d'une dizaine de médecins de différentes spécialités, ophtalmologie, ORL, dentistes et acupuncture. Le préfet de la région, Moussa Aden Migane, accompagné du président du conseil régional, Charmaki Hassan, a fait donc immersion dans le centre hospitalier de la ville afin de s'enquérir du bon déroulement des soins offerts à la population. Les visiteurs de marque ont été conduits par des responsables du centre médical dans les locaux et par le directeur général par intérim de l'hôpital régional accueillant les patients soignés. Sur place, ils ont pu constater l'engouement de la population pour pouvoir bénéficier des soins tels que l'ophtalmologie, l'ORL, dentisme et acupuncture. Et par la même occasion, ils ont rentré en contact avec les soignants et les soignés qui ont tous approuvé le bon déroulement de cette campagne médicale. Durant ces 2 jours, à savoir le 29 et le 30 septembre 2022, vont se dérouler une caravane médicale composée des médecins spécialistes chinois envoyés par le ministère de la Santé pour la population à Sédhiou. Il faut savoir que les médecins spécialistes chinois mènent à bien leur activité au sein de l'hôpital régional d'Ali Sabieh en collaboration avec les autres médecins locaux. Donc nous exhortons l'ensemble de la population à venir consulter massivement. Par ailleurs, nous savons pertinemment très bien que la santé de proximité est une politique de santé initiée par le chef de gouvernement, mise en œuvre par le ministère de la Santé. Donc, en tant que responsable de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, je réitère mes remerciements au chef de l'État, mais aussi le ministre de la Santé, ainsi que les médecins spécialistes chinois qui sont quand même venus de loin pour partager leur expérience et leur savoir-faire, consulter nos compatriotes. Nous restons à Ali Sabieh où la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes bat son plein. Ainsi, la brigade de la douane d'Ali Sabieh, en collaboration avec le détachement de la police nationale d'Ali Sabieh, a permis de saisir une importante marchandise de contrebande en provenance de l'Éthiopie, composée donc de plusieurs produits comme de l'alcool, des médicaments périmés ou encore des vitamines et des gros sacs de cannes de contrebande également. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence des responsables de la brigade de douane et du détachement de la police nationale d'Ali Sabieh. Et là, nous passons à l'actualité régionale, notamment 2 activistes somaliennes ont remporté le prix Right Livelihood en 2022. Les militantes Fartoun Aden et Ilwad Elman ont remporté le prestigieux prix considéré par certains comme le prix Nobel suédois pour avoir promu la paix, la démilitarisation et les droits de l'homme en Somalie face au terrorisme et à la violence sexiste. À Mogadiscio, la capitale somalienne, la mère et la fille dirigent le centre Elman pour la paix et les droits de l'homme. Elles offrent un soutien aux survivants de la violence sexiste et réhabilite les anciens enfants soldats, alors que la famille s'est installée au Canada après l'assassinat du père d'Ilwad en 1996, un éminent militant pour la paix. Il avait notamment fondé avec Aden l'organisation à but non lucratif Elman Peace en 1990. À l'époque, l'organisation se concentrait sur une initiative intitulée Drop the Gun, Pick Up the Pen, qui soutenait le désarmement, la réhabilitation et la réintégration de milliers de jeunes gens issus de milices claniques en Somalie. Les 2 femmes sont revenues dans leur pays d'origine en 2010, inspirées par la volonté de changement de la jeunesse somalienne. Ce n'est pas la première fois que les 2 femmes sont récompensées pour leur combat en faveur des droits de l'homme, souvent au péril de leur vie. Elles ont promis de poursuivre leur travail d'autonomisation des femmes et des jeunes dans le cadre de la reconstruction de la Somalie. Et enfin, le nombre de cas d'Ebola augmente et l'inquiétude grandit en Ouganda alors qu'une nouvelle épidémie du virus mortel a été déclarée. Il y a 10 jours, le ministère de la Santé du pays a relevé 35 cas confirmés, dont 7 décès particulièrement dans la communauté de Madoudou, épicentre de l'épidémie. Les mesures prises par le gouvernement ougandais pour enrayer la propagation du virus Ebola au cours des premiers jours ont alarmé la population lorsque les cas suspects et les contacts ont été regroupés au centre d'isolement. L'un des
plus grands défis dans l'identification des cas d'Ebola a été la lenteur des tests d'échantillons. Le gouvernement est en train de se procurer un centre de dépistage mobile qui devrait renforcer les efforts pour freiner la propagation du virus et aider ainsi à identifier rapidement les cas. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.